Alors on voit au niveau des solidarités comment ça se passe, au niveau de la compétitivité comment ça se passe, et la vie qui va avec, comme on dit dans la pub, c'est-à-dire la consommation, la vie pratique, les échanges. Aujourd'hui, cette émergence, elle existe aussi là-dedans. 1 million de nuitées, je crois, en 2012 à Paris avec Airbnb, 3 millions de blabla covoitureurs sur le site. Anne-Sophie Novelle, qui est spécialiste, docteur en économie, journaliste, sériole, blogueuse, auteur notamment de La vie chère, dont elle va nous parler et dont on parlera aussi tout à l'heure. Je vous laisse la parole pour nous expliquer un peu comment ces émergences changent la vie qui va avec, nos pratiques de consommation, quels nouveaux acteurs et comment vivre avec. Merci. Merci. Vous m'entendez bien ? Alors, bonjour à tous. Oui, juste une petite chose avant, j'ai un petit exercice pratique de numérique à faire. Le Wi-Fi est là. Ah oui, alors connexion, alors je vous fais un pied. Connexion Wi-Fi, donc le réseau c'est Wi-Fi Hémicycle. Vous ouvrez une page Safari, vous entrez un prénom et un mail, vous recevez un code par mail et le reste, ça s'appelle le futur. Bon, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être là aujourd'hui et de pouvoir polliniser un petit peu les idées qui sont dans l'émergence de cette nouvelle société, dans cette innovation sociale dont vous a bien parlé Valérie, dans ce qui se passe au niveau de la multitude. Et voilà, donc je suis en effet journaliste indépendante spécialisée sur l'économie collaborative, le développement durable, l'innovation sociale. Je travaille pour différents supports et j'ai écrit plusieurs livres qui s'intéressent à ce nouveau monde en marche parce que ce qui m'anime, moi, c'est comment transformer le système actuel, comment mieux prendre en compte les enjeux du siècle, ce qui touche au développement durable. Et quand j'ai commencé à m'intéresser à cette économie collaborative en 2009, je l'ai vu tout de suite comme un outil qui permettait de mieux servir cette cause. Je n'ai pas préparé de PowerPoint, ça me met encore plus dans une posture d'écoute parce que tout ce qui ressort des précédentes interventions, c'est justement cette nécessité aujourd'hui d'être très à l'écoute de ce qui se passe dans la société, ce qui se passe au niveau des citoyens, pour mieux le prendre en compte, pour fédérer aussi un petit peu toutes ces initiatives qu'on voit émerger depuis plusieurs années. Donc La vie chère, mode d'emploi, ce livre qui a été publié avant l'été est le petit frère d'un précédent livre qui s'appelait Vive la co-révolution, qui a été écrit avec un ami co-auteur qui s'appelle Stéphane Rio, et qui avait pour vocation à dresser un panorama des modes de vie collaboratifs et la façon dont le collaboratif aujourd'hui imprègne toute la société, que ce soit au niveau citoyen, au niveau des organisations, des institutions, que ce soit dans les rapports que l'on peut avoir avec ses parties prenantes, mais aussi fondamentalement en interne, comme l'a un petit peu expliqué Valérie Peugeot en parlant tout à l'heure du management. De quoi parle-t-on? Alors, on parle d'une société aujourd'hui où on fait plus attention à l'usage que la propriété. La consommation collaborative ou l'économie du partage plus largement n'invente rien, comme le disait justement Valérie. On repose sur des logiques très anciennes de dons, de troc, d'échanges, de location entre particuliers, mais le numérique massifie les pratiques et leur donne une autre ampleur. Et c'est tout ce qui repose sur le peer-to-peer et justement cette multitude qui s'organise parce que ce mouvement naît d'une crise. Alors en effet, on parle beaucoup de crise, c'est peut-être une des lunettes à enlever, mais il faut aussi changer de regard en effet. Cette crise provoque cette transition dans laquelle nous sommes et qui est une époque assez formidable, je dois dire, parce que c'est une véritable renaissance à laquelle nous assistons aujourd'hui, parce qu'on doit apprendre à tout refaire. Et donc les 4 piliers sur lesquels cela repose, c'est un premier pilier de crise économique et financière qui s'est accentuée en 2008 avec la crise des subprimes et donc qui nous oblige à faire autrement, à se débrouiller et justement à faire de la bidouille, du bricolage et à trouver un système D pour s'auto-organiser. C'est né aussi justement de la démocratisation des pratiques du numérique. Je ne vais pas revenir dessus parce que les 2 précédentes interventions l'ont suffisamment expliqué, mais depuis la fin des années 90, on a appris à prendre la parole, envoyer des mails, participer à des réseaux sociaux et maintenant on échange bien plus que de l'information. On échange des données personnelles, mais on échange aussi des biens et des services et des compétences. Et donc, on n'est pas prêt de faire machine arrière lorsqu'on a appris à changer tout ça. Ça naît aussi sur une crise des écosystèmes environnementaux, bien entendu. Je ne vais pas vous refaire un panorama de la planète va pas bien, mais je crois qu'aujourd'hui, on a suffisamment compris le message et qu'on n'a plus tant besoin d'entendre que ça ne va pas bien, mais que de trouver des solutions et en effet d'être dans l'action et d'avoir des discours aussi un petit peu plus positifs
qui nous porte, et les médias sont en train de le comprendre de plus en plus d'ailleurs, lorsqu'ils parlent de journalisme des solutions ou de journalisme d'impact. D'ailleurs, je souhaite pratiquer ma profession de cette manière, et c'est ainsi que je la conçois. Et puis, dernier aspect, c'est aussi tout ce... Enfin, vous le sentez bien avec l'ensemble des mouvements des indignés aux révolutions arabes, à la révolution érable, et cet ensemble de mouvements citoyens qui, armés de ces outils numériques, a pu voilà, essayer de changer des états de fait ou des états de choses qu'on pensait immuables jusqu'à maintenant. Donc, de manière plus pragmatique, je vais vous poser des petites questions pour savoir ici qui a déjà pratiqué le covoiturage, par exemple. Levez la main. D'accord, bon, c'est déjà important. Qui participe à un mouvement d'AMAP ou de ruche qui dit oui, si ça vous dit quelque chose? Voilà. Qui fait de la location de biens entre particuliers. C'est-à-dire vous possédez quelque chose chez vous et que vous le prêtez de temps en temps à vos voisins, vous le louez à... Alors déjà, c'est un petit peu moins répandu, il y en a quelques-uns. Et voilà. Et en fait, si je vous pose ces questions, c'est que quand on parle de vie chère, c'est toutes ces pratiques qui n'existaient pas encore il y a moins de 10 ans et qui sont en train de se répandre à vitesse grand V. Et vous avez dû voir dans le métro récemment les publicités pour WeCar ou BlaBlaCar, ça vous a peut-être marqué, mais en plus, je suis très flattée parce que ce sont deux des entreprises qui soutiennent la vie chère, qui ont promu le livre au succès qu'il connaît aujourd'hui, mais voilà, c'était pas vraiment imaginable il y a quelques années. Et donc aujourd'hui, la vie chère, c'est un petit peu tout ça. Et en France, j'ai dénombré pas moins de 500 initiatives. Et une étude publiée un an par l'Observatoire Société et Consommation expliquait que 83% des Français aujourd'hui aspirent à consommer mieux, mais surtout à favoriser l'usage sur la propriété. 52% d'entre eux veulent consommer mieux, et sur ces 52%, 30% souhaitent aujourd'hui consommer moins. Donc il y a des vraies attentes et il est nécessaire encore de démocratiser l'ensemble de ces nouvelles pratiques afin d'expliquer qu'il existe aujourd'hui d'autres manières de faire et qu'il n'y a pas qu'un seul rapport à la consommation, mais qu'on a aujourd'hui une multitude de modes de consommation différents qui nous permettent de répondre à un besoin. Pour y voir plus clair dans la multitude d'initiatives qui existent, qui relèvent de cette économie du partage, je viendrai un petit peu plus tard sur les aspects production-distribution. Là, je me concentre plus sur ce qui se passe au niveau citoyen. L'auteure anglaise Rachel Botsman, qui a participé au succès de la notion de consommation collaborative, adopte, elle, une typologie en 3 points, où elle dit aujourd'hui, on a des services de product service system, c'est-à-dire tout ce qui relève en 2 mots d'une économie de la fonctionnalité, où on va miser, quand on est une entreprise, sur le service plus que sur le bien en tant que tel. Elle identifie des systèmes de redistribution et après elle isole tous les modes de vie collaboratifs. Lorsque nous avons écrit La Co-Révolution, mon co-auteur et moi, on a décidé d'utiliser une typologie un petit peu plus lisible et parlante, partant de cette idée de propriété et d'usage. Et donc, on s'était dit, on peut classer finalement l'ensemble des services qui existent aujourd'hui dans la société et qui émergent en 4 catégories. La première, c'est celle dont parlait Valérie en disant finalement, avant on avait de l'hospitalité naturelle, maintenant on a du couchsurfing, on avait de l'autostop, maintenant on a du covoiturage. C'est tout ce qui relève de la cohabitation, du bon sens et de ce qu'on faisait de manière gratuite et de manière très simple. La deuxième, c'est tout ce qui est logique de troc. Le troc existe depuis la nuit des temps, sauf qu'aujourd'hui, il est complètement renouvelé par les sites internet dont on dispose. Et au lieu d'échanger avec des proches ou à l'échelle d'un village, on peut échanger avec des personnes qui sont à l'autre bout de la ville, de la France ou même parfois à l'étranger. Donc ça marche très bien pour tout ce qui est livres, CD, DVD, jeux vidéo et de plus en plus pour tout ce qui est vêtements et notamment vêtements pour les enfants. Avec des sites comme Kiditroc ou d'autres. Je vous donnerai des liens par la suite pour aller retrouver toutes ces informations.
Ensuite, troisième catégorie, c'est tout ce qui relève du co-usage, c'est-à-dire tout ce que je possède, je peux le prêter ou le louer et je me transforme en fournisseur d'accès. Donc, comme on a des fournisseurs d'accès Internet, aujourd'hui, on peut se transformer en fournisseur d'accès et dire finalement, ma voiture, quand elle est à l'arrêt, je peux la prêter à quelqu'un ou la louer en faisant de l'autopartage. Ma place de parking, quand en journée, elle reste inutilisée, je peux utiliser Monsieur Parking ou d'autres applications qui permettent de faire en sorte qu'elle sera utilisée par des gens qui viennent travailler dans mon quartier. Donc c'est cette logique qui est vraiment de dire optimisons l'usage des biens et des choses que l'on possède. Quatrième élément, c'est tout ce qui relève de la co-élaboration. C'est-à-dire, nous allons ensemble participer de la réalisation d'un projet ou d'un rêve. Et c'est la dynamique qui est derrière aussi bien les AMAP, donc les associations de maintien de l'agriculture paysanne, ou de la ruche qui dit oui, où finalement, ensemble, nous pouvons soutenir un agriculteur dans sa production et lui assurer un revenu suffisant. Mais c'est aussi tout ce qui anime les logiques de crowdsourcing ou de finance participative, ce que les Canadiens appellent le socio-financement, où finalement on fait appel à un premier cercle de proches, puis un deuxième et un troisième qui sont des personnes que l'on ne connaissait pas du tout, pour financer un projet de livres, de documentaires, de mise en place d'une boutique dans le quartier. Et donc là, aujourd'hui en France, on a des sites comme Ulule, KissKissBankBank, My Major Company ou bien d'autres qui permettent de faciliter ces échanges et avait lieu il y a un petit mois de ça, les premières assises de la finance participative en France avec la présence de Fleur Pellerin qui montrent que le secteur évolue aujourd'hui très vite et je crois que depuis le début de l'année 2013, ils ont déjà réussi à lever plus de 33 millions d'euros en France. D'autres types de typologies permettent aussi de placer un petit peu ces différents services de vie chère qui apparaissent sur le marché selon une échelle qui va des motivations liées soit à des valeurs collectives, c'est typiquement ce qu'on observe chez les consommateurs qui appartiennent à une AMAP, soit d'une logique plus individuelle qui relève plus ici de l'achat groupé comme un site comme Groupon dont vous avez entendu parler. Donc, entre des motivations très individuelles, des motivations collectives, on a par exemple Groupon qui se trouve à une extrémité de l'échelle. Un petit peu après, on trouve tout ce qui motive les personnes qui vont faire de la location de biens entre particuliers. Puis après, on trouve le covoiturage, etc. etc. Et finalement, c'est les valeurs qui animent ces nouveaux consommateurs et aussi le rapport qu'ils ont à la communauté qui est très important. Et d'autres, là je parlais avec une doctorante qui fait sa thèse aussi sur le sujet, me disait, moi finalement j'ai une typologie qui est basée plutôt sur est-ce qu'il y a un système de transaction, est-ce qu'on a une transaction marchande ou non marchande, et quelles sont aussi les valeurs qui m'animent, parce que c'est vrai qu'on trouve aujourd'hui dans la multitude d'initiatives, des 500 initiatives que j'ai pu tester et référencer, des services qui sont purement gratuits et d'autres qui vont devenir payants sous forme d'abonnement ou d'autres qui vont être tout de suite payants. C'est une question qu'on pose souvent, mais si on prend l'exemple de Blablacar, ils ont été gratuits pendant assez longtemps et ensuite ils sont devenus payants, ce qui a déplu aux plus fervents défenseurs du covoiturage gratuit, mais finalement ils ont gagné en nombre d'utilisateurs parce que finalement le fait de rendre le service payant donnait une garantie d'engagement de la part des usagers. Et finalement les conducteurs qui parfois s'étaient fait planter parce que les gens n'avaient pas voulu payer ou ne payaient pas, ne peuvent plus planter au dernier moment et vont faire le trajet comme ils l'ont dit. Donc, pour les chiffres, Régis en a rappelé quelques-uns tout à l'heure. Aujourd'hui, le covoiturage, c'est 3 millions d'usagers en France. C'est l'équivalent de 1000 TGV pleins par mois qui circulent donc avec du covoiturage. Et Blablacar, qui est un des leaders européens, est aujourd'hui implanté dans 11 pays d'Europe. Au niveau de l'habitat, on a parlé tout à l'heure d'Airbnb avec un de ses fondateurs. Airbnb, c'était un petit peu le fleuron de cette économie qui peut être critiquée par certains aspects, mais parce que c'était un des pionniers qui s'est le plus fait connaître. Mais aujourd'hui, il compte 4 millions d'utilisateurs, dont 3 millions uniquement en 2012. Ils ont publié 300 000 annonces dans 192 pays. Et ce qui fait aussi leur succès, au-delà du côté joli du site et des photos qu'ils peuvent mettre en ligne, et c'est vrai que ça rentre
très bien parce qu'ils l'ont fait chez moi et ça n'a rien à voir avec les photos que j'avais faites, mais c'est qu'ils proposent une diversité d'habitats. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut trouver sur Airbnb 11 000 villas, 4 000 chalets, 1000 bateaux et 500 châteaux. Donc vous pouvez aussi décider de partir en voyage de manière comme vous n'aurez jamais pu le concevoir auparavant. Et j'ai un ami qui est parti comme ça en décembre dernier au Costa Rica. Il s'est dit sur Airbnb, je n'ai cherché que des cabanes. Donc il s'est fait une vacance en cabane au Costa Rica via ce site, ce qui est aussi fait partie du succès du site. Et donc la finance participative, donc voilà. En fait, tout ce qui se passe au niveau du transport, du logement et de la finance, c'est là qu'il y a le plus que le secteur avance, que l'économie collaborative est la plus dynamique. Pour identifier un petit peu les grands principes qui ont déjà été un peu cités par Valérie, Nicolas, la confiance est indispensable. C'est l'huile dans les rouages de ces services de consommation collaborative. Sans confiance, ça ne marche pas. Si les usagers commencent à mettre en doute l'efficacité d'un service ou les garanties qu'ils vont en retirer, la communauté n'adhérera pas. La simplicité d'utilisation aussi, ça c'est crucial. Et la façon dont on va être accompagné dans l'expérience que l'on va vivre sur ces plateformes collaboratives. Il y a une multiplicité aussi de possibilités, comme je vous le disais, il y en a pour tous les goûts, en gratuit, en payant, avec une formule d'abonnement ou juste sur la transaction au niveau des usages qu'on va en faire. Ça repose aussi beaucoup sur la localisation. Comme on le disait, finalement, Internet, qui a souvent été vu comme quelque chose de très virtuel, permet aujourd'hui de relocaliser les initiatives, de refaire du lien, et on est vraiment dans quelque chose de très matériel, et la dimension communautaire est aussi très importante. Lorsque j'ai fait mon enquête pour la vie chère, j'ai été interroger les membres de communautés sur le covoiturage, sur Airbnb. Et ce qui est marrant, c'est qu'ils organisent énormément de meet-up, qui est le terme consacré, pour des moments où ils vont faire des tours de France pour aller à la rencontre de leurs usagers, pour parler avec eux, pour grappiller une information de première main qui ne remonte pas forcément lorsqu'on échange des emails ou qu'on s'envoie des messages. Et ça, c'est vraiment intéressant, c'est que les usagers se sentent vraiment participer d'un mouvement et je crois que le contexte dans lequel on est aujourd'hui fait que c'est pour ça aussi que ces services marchent bien. Parce que quand on fait du covoiturage, c'est comme si on affichait une identité parfois, comme quand on va faire le tour du monde en couchsurfing, etc., etc. J'ai essayé de retirer un petit peu les grands principes de cette économie collaborative. Si on doit les mettre un peu à plat, ils reposent dans un premier temps sur l'optimisation des allocations, c'est-à-dire que ces plateformes qui se créent aujourd'hui avec les technologies qu'ils utilisent permettent de révéler des possibles qu'on ne voyait pas auparavant. Et donc, on ne savait peut-être pas que le voisin ou quelqu'un dans le quartier possédait un objet qui pourrait m'être utile un jour J. Et donc, ça optimise la façon dont les choses peuvent se prêter ou s'échanger. Ça permet aussi de prolonger l'usage d'un objet, d'une voiture, de ce que l'on possède. Et dans une société qui est très sensible aujourd'hui à la question de l'obsolescence programmée, c'est quelque chose qui fait sens et qui explique aussi pourquoi de plus en plus on va vers un retour du bricolage, du do-it-yourself, et de ces expériences, on va se regrouper pour réparer. Il y a bien entendu une socialisation des expériences, ça c'est assez évident, mais bien souvent on vient à ces services pour des raisons purement économiques, parce qu'on veut gagner du pouvoir d'achat et que c'est plus intéressant. Et puis on se rend compte finalement qu'on rencontre du monde, qu'on va tisser des liens, qu'on va se faire des amis. Et donc ça, c'est aussi important dans une société où tout se rivait derrière nos écrans et dans une société qui est aussi très individualiste, on a envie de refaire société autrement. Bien entendu, il y a aujourd'hui des atouts à cette consommation qui relèvent aussi de la diminution des émissions de CO2 et des ressources utilisées. Et ça, c'est quelque chose aussi qui n'est pas parmi les premières motivations de ces utilisateurs, mais qui finalement, quand on s'en rend compte, dit « bah oui, en plus, je suis un petit peu écolo, donc ça sert et c'est très bien ». Et je travaille en ce moment avec Sciences Po Lidri pour qu'on va lancer un groupe de travail là, début 2014 pour évaluer plus précisément les impacts environnementaux de la consommation collaborative. Donc ça baisse aussi l'obsolescence programmée, comme je vous le disais tout à l'heure. Et
ça le baisse non seulement au niveau de l'usage qu'en font les adeptes de ces nouveaux modes de vie collaboratifs, mais aussi dans la façon dont les industries traditionnelles vont être bousculées dans leur façon de vendre des produits. C'est-à-dire que, sans rentrer dans le débat de l'obsolescence programmée, de dire il y a un grand complot, parce que pour avoir travaillé sur ces sujets pour le Conseil économique et social européen, je ne suis pas toujours en phase avec ce discours. Je pense que le consommateur a sa part de responsabilité, mais les industriels savent faire des produits qui durent parce qu'ils le prouvent lorsqu'ils font des produits pour les professionnels ou les institutions où on ne va pas vendre un lampadaire qui dure 1000 heures. Donc on sait faire du durable, mais il y a un problème au niveau des consommateurs. Et donc, si les attentes citoyennes changent, la façon dont on va vendre les produits va également changer. C'est-à-dire qu'à terme, avec cette économie servicielle qui est en marche, cette façon de travailler l'expérience qu'en auront les usagers quand on sait bien être à leur écoute, ça va pousser ces entreprises à concevoir leurs produits autrement pour qu'ils durent longtemps, de manière à pouvoir offrir autre chose à leurs consommateurs. Bien entendu, cette économie provoque aussi une circularisation des ressources, c'est-à-dire qu'au niveau professionnel, des professionnels, on voit une multiplication des démarches de barter entre entreprises. Il y a un rapport qui avait été fait par PIPAM, je crois, à ce sujet il y a quelques mois. Et puis avec le développement des services interentreprises également, comme le montre par exemple une entreprise comme Bureau à partager, qui permet aux boîtes qui disposent d'espaces chez elles qui restent inutilisés de proposer ces espaces à d'autres startups ou d'autres entreprises pour créer ici un espace de coworking. Et donc, ça change aussi un petit peu l'approche, même au niveau du B2B. Autre implication, c'est aussi la co-création de projets avec les communautés. Alors, les entreprises, ils viennent doucement et de manière très différente. En fait, j'avais fait un travail pour l'Express l'an dernier où j'ai pu parler par exemple avec La Poste, un groupe qui s'intéresse beaucoup à l'émergence de cette économie et qui a vraiment compris à quel point une démarche d'écoute dans son entreprise pouvait aussi permettre d'améliorer l'expérience de ses clients. Et c'est ainsi qu'ils ont pu concevoir la démarche Bienvenue à La Poste et revoir complètement l'aménagement des bureaux de poste. À l'opposé, on va prendre des constructeurs automobiles qui vont se dire tiens, c'est intéressant la façon dont on peut co-créer avec des communautés. Ils vont aller sur des plateformes comme Eyeka, donc ça s'écrit E-Y-E-K-A, qui permettent à des grands comptes de venir faire des concours d'innovation ouverte où on va proposer à une communauté de designers d'aider à la conception d'une campagne marketing ou à la personnalisation d'une voiture. Bon voilà, je vous laisse aller faire un tour là-dessus, mais c'est une des façons dont on peut s'emparer du collaboratif aujourd'hui, mais qui ne va pas suffisamment loin pour moi dans la façon dont on change le prisme avec lequel on regarde le monde en marche. Donc il y a un travail à faire parce que les communautés, il faut bien comprendre que si on les utilise trop sans être à l'écoute véritable de leurs attentes et à trop les utiliser et les faire travailler gratuitement, un jour elles peuvent se retourner contre vous et donc il faut être assez vigilant. Donc je pense que la vraie compréhension passe par, comme le disait M. Collin tout à l'heure, une collaboration ouverte et innovante, surtout en interne. Et ça, on l'expliquait bien avec mon co-auteur dans la co-révolution, c'est que les structures pyramidales, hiérarchiques, descendantes, vont peu à peu s'aplatir et faire remonter ce qui vient de la base. Et ça, à l'intérieur des entreprises ou des institutions, c'est de plus en plus important parce que quand on est sorti de la boîte dans laquelle on bosse, on est aussi un citoyen qui s'exprime, qui utilise Internet et qui a appris à penser en réseau avec cette nouvelle mentalité 2.0. Et donc, c'est indispensable de faire comprendre aux managers qu'ils ne peuvent plus rester dans une posture à rappeler comment les gens doivent faire leur travail, mais à rappeler pourquoi ils le font et à se transformer en véritable facilitateur. Et vous allez le voir dans les mois qui viennent, ce travail de facilitateur va être de plus en plus mis en avant. Et même, comme le disait Valérie, c'est vrai qu'il y a beaucoup de conférences aujourd'hui où on casse un peu les formats et on a besoin non plus d'animateurs mais de facilitateurs justement pour faire remonter un peu les choses. Et ça participe en fait de ces nouvelles pratiques qui émergent aujourd'hui. Et puis, il découle logiquement de tout ce que je viens de vous dire aujourd'hui que
on observe une modification des modèles économiques, économie servicielle comme je vous le disais tout à l'heure, et donc il faut prendre cela comme un challenge pour se dire qu'est-ce que je peux dans mon activité développer autrement pour m'adapter au mieux. L'économie traditionnelle par rapport à tout ça s'y intéresse de plus en plus naturellement. Je parlais de La Poste tout à l'heure qui travaille beaucoup avec la plateforme KissKissBankBank. Ils sont mentors, c'est-à-dire qu'ils soutiennent certains projets, qu'ils investissent dedans. Et La Poste qui se pose beaucoup de questions sur l'avenir de ces projets. Par exemple, a développé un service d'identité numérique. Alors, ils testent, hein, bien entendu, mais qui permettrait aux facteurs de passer voir chez les gens s'ils habitent vraiment à cette adresse. Et quand vous iriez faire des achats ou des échanges sur Internet, vous pourriez dire « j'ai été identifié par La Poste comme quelqu'un qui existe vraiment, qui habite vraiment là, et vous pouvez avoir confiance, parce que c'est des services qui vont se multiplier de plus en plus. Zipcar a été racheté l'an dernier par Avis. La Nef, la banque, est en train de tester en Rhône-Alpes une plateforme de crowdfunding qui s'appelle Près de chez moi. Les dynamiques de co-création, je vous en ai déjà un petit peu parlé. Et de manière intéressante, c'est la SNCF cet été qui a racheté Ecolutis et le site 1, 2, 3 en voiture, qui sont donc des sites de covoiturage. Et en parlant avec le responsable développement durable de la SNCF, j'ai vraiment compris qu'ils avaient rentré cette nouvelle économie dans leur business model. Mais ça pose des questions d'ailleurs, parce qu'ils se disent on va développer ainsi une mobilité capillaire sur les territoires, on va toucher des segments de trajets qu'on ne touche plus avec l'abolition de certaines lignes ferroviaires interrégionales, et du coup ils misent sur l'auto-organisation citoyenne pour assurer ces services. Donc, je pense que ça pose quelques questions, mais c'est intéressant de voir à quel point ils l'intègrent. Et à terme, vous verrez peut-être quand vous achèterez vos billets de train, de quoi acheter un trajet en covoiturage pour aller jusqu'à la destination finale voilà, que vous avez choisie. Et puis vous aurez peut-être même un système d'abonnement pour gérer l'intermodalité de vos déplacements. Et les gares changeront aussi d'allure. Et quand je dis les gares changeront d'allure, c'est parce que finalement les villes à terme seront aussi modifiées par cette économie collaborative. Et là, pour le coup, c'est quelque chose qui monte petit à petit. Cet été, il y a une vingtaine de maires aux États-Unis qui se sont engagés à signer une charte des sharing cities, c'est-à-dire qu'ils s'engagent à faire en sorte que leur ville soit plus encline à intégrer ces logiques d'économie du partage. En décembre dernier, c'était le maire de Séoul, en Corée du Sud, qui aussi s'engageait à mettre en place un plan d'action en 20 points pour transformer Séoul en première ville en sharing city aussi, au monde. Et donc ça, c'est quelque chose qui monte petit à petit. Et je vais bientôt m'atteler à faire des recherches là-dessus avec la Fabrique écologique pour essayer de voir comment en France développer cette logique de territoire ou de ville en partage, sachant qu'il est important de ne pas oublier que sur les territoires durables, ce qu'ont fait les Agenda 21 ou les Smart Cities, il y a déjà des choses qui relèvent aussi de cette économie. Donc, comme on est aussi un peu dans un phénomène de bulle, il faut parfois raison garder pour bien évaluer les possibilités qui s'ouvrent à nous. Je vois le temps filer, j'ai encore 2 minutes il me semble, pour dire pourquoi ça va durer. C'est pour les éléments qui vous ont été présentés avant mon intervention, qui est de dire que c'est une transition qui est en marche, que dans cette vie chère et dans ces services qui émergent aujourd'hui, il y a parfois des idées qui sont très belles sur le papier, mais qui seront peut-être pas conservées par la suite. Donc on a toujours un phénomène de bulle, comme on a eu la bulle Internet, qu'on a eu une bulle à un moment autour de l'écologie. Je pense qu'on est aussi un peu dans cette bulle du collaboratif et de l'économie du partage, qu'il y a des fondamentaux qui vont être complètement, voilà, qui vont changer en profondeur, mais qu'il faut faire attention aussi à la façon dont le collaboratif et l'économie du partage est un petit peu trop récupéré par moment. Mais en tout cas, tout cela est porté par une recherche de nouvelles valeurs et de nouvelles façons de faire société. Et d'ailleurs, vous le verrez, donc ça c'est ce qu'on a raconté dans la co-révolution, au-delà de ces attentes citoyennes, de ces nouvelles façons de faire un collectif, de s'organiser, de répondre à des attentes par soi-même et parfois d'être en attente des pouvoirs publics, ça change la posture aussi de la société civile en général,
de son rapport aux organisations non gouvernementales. Et un peu comme un effet domino, ça transforme la façon dont les entreprises prennent en compte leur rôle sociétal et dont elles vont en fait de plus en plus être à l'écoute de ce qui se passe aussi au niveau de cette société. Donc ça vient petit à petit, hein, c'est émergent, mais il y a des essais qui sont assez intéressants. Et puis finalement dans le management. Et donc, juste parce qu'on va bientôt être dans la période des municipales, je pense qu'un des sujets dont on va beaucoup entendre parler, c'est la démocratie participative. Quelques exemples vous ont été donnés tout à l'heure. En France, on a des plateformes comme Parlement et Citoyens, qui ont été montées il y a peu de temps par une association qui s'appelle SmartGov, qui permet justement de dire à des parlementaires, venez discuter des projets de loi que vous êtes en train de porter avec des citoyens. La plateforme est assez bien faite et c'est le type d'outil dont on peut aujourd'hui s'emparer au niveau des pouvoirs publics pour essayer de faire un peu autrement. Il y a d'autres initiatives comme la box des candidats ou la box des élus qui se sont aussi créées et qui donnent Donc c'est en train de se rencontrer, ces différents mondes sont en train de se rencontrer et finalement pour une fois je trouve que le temps politique n'a pas été, enfin après ça c'est mon point de vue, mais je trouve que le temps politique a pas mis trop de temps à réagir pour l'instant et qu'il faut que les communicants justement aident peut-être à accélérer cette écoute que l'on peut développer, cette posture aujourd'hui qui aurait pu être étanche à certains moments mais être un peu plus poreuse à ce qui vient et à surtout se voir comme un élément fédérateur qui, dans une société qui a un peu une mauvaise opinion du politique comme des médias d'ailleurs, peut se dire on peut faire acte d'humilité parfois et être plus en amont et facilitateur dans l'accompagnement de ces démarches. Voilà, j'ai terminé. Merci pour votre écoute et au plaisir de parler tout à l'heure.